Bienvenue dans ces salles de classe virtuelles de la Pougala Academy. Aujourd'hui nous allons parler des APE signés par certains pays africains. Le cas du Cameroun. On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. De Albert Einstein. APE Cameroun, voici pourquoi le Cameroun ne doit pas signer l'APE finale. De Jean-Paul Pougala 20 novembre 2013. Les vrais enjeux cachés de ce traité que les négociateurs européens se gardent bien de communiquer à la contrepartie camerounaise. Notez bien, cette leçon a été publiée il y a 8 ans, le 20 novembre 2013 pour inciter le gouvernement camerounais à ne pas signer la phase finale des accords de prédation économique, APE, avec l'Union européenne. Et distribuée à tous les membres du gouvernement, et à tous les parlementaires camerounais, un à un. Peine perdue. Finalement tout cela n'aura servi à rien puisque pour valider l'accord, le chef d'État camerounais mettra sa dernière signature à quelques heures de son entrée en vigueur il y a 5 ans, le 4 août 2016. En échange, l'UE avait promis au Cameroun, un générique plan de mise à niveau de compétitivité pour les industries camerounaises. Sauf qu'il faut être un vrai ignorant de l'industrie pour croire à une telle blague. De Jean-Paul Pougala 7 avril 2021. En ce moment, se trouve à Yaoundé, une délégation de l'Union européenne pour convaincre les autorités camerounaises à signer l'accord définitif de libre-échange entre le Cameroun et les 28 pays de l'Union européenne. Le journal en ligne Mediapart rapporte les propos d'un membre de cette délégation qui donne pour acquis cette signature. C'est la 3e fois en moins d'un mois que je reviens sur le sujet pour demander aux autorités camerounaises de ne pas commettre l'erreur mortelle de signer un tel accord. Plusieurs spécialistes camerounais ont déjà fait de très bonnes analyses pour aller dans le même sens de supplier, d'implorer les autorités camerounaises à avoir le courage de résister à la pression que l'Union européenne, tel un mafieux qui rançonne sa proie, pousse le Cameroun à la faute historique de perdre complètement toute sa souveraineté en signant un document qui ne présente aucun intérêt pour le peuple camerounais. Voici quelques raisons. 1. Pour s'industrialiser, il faut s'enfermer. Dans l'histoire, il n'existe pas de pays qui ait réussi le pari de l'industrialisation sans au préalable s'enfermer sur lui-même. Des USA, à la Chine en passant par la Suisse ou la Corée du Sud où le seul fait d'acheter une berline allemande déclenche net un contrôle fiscal. Histoire de rappeler s'il en était encore besoin qu'il faut d'abord consommer coréen. Mais pour notre analyse, c'est peut-être plus utile, le cas qu'on attend le moins en matière d'autarcie, les États-Unis d'Amérique. La révolution dite industrielle naît en Europe au XVIIIe siècle. En ce moment, les USA qui viennent d'avoir leur indépendance, ne sont encore qu'un pays où l'économie est basée sur l'agriculture. C'est au XIXe siècle qu'il y a la prise de conscience que, tant que le pays restera agricole, l'indépendance ne sera jamais effective. Il faut que l'industrie prenne les devants. Mais comment y parvenir? Les États du Nord ont du mal à rester compétitifs face aux produits manufacturés qui arrivent surtout de Grande-Bretagne. Les industriels américains vont réussir l'exploit de convaincre le Congrès des États-Unis de tout simplement voter une loi portant le droit de douane sur les produits manufacturés importés d'Europe à 47%, un taux exorbitant pour l'époque lorsqu'on sait le coût très élevé que représentait le fret maritime sur les marchandises en provenance de l'Europe qui était environ la moitié du produit lui-même. Et en y ajoutant un taux de douane de 47%, les industriels américains savaient qu'avec cette manœuvre cela aurait doublé le prix des produits européens sur le marché américain. Et c'est ce qui va permettre à la naissance de l'industrie américaine de réussir son développement sans être perturbée par les concurrents européens. C'est ainsi qu'en 1873, pour la première fois, les USA deviennent plus riches que le Royaume-Uni. Au lieu d'être un simple centre de consommation des produits manufacturés en Europe, les USA vont devenir cette ancienne colonie qui petit à petit se centre sur elle-même ayant toujours en tête de dépasser économiquement ceux qui les ont colonisés. Et ils vont y parvenir, parce que leurs industries ne souffrent d'aucune concurrence déloyale en provenance de leurs anciens prédateurs. Parce qu'ils ont fermé le marché en jouant sur le levier des taux de douane qu'un accord de libre-échange aurait annulé et donc, favorisé les industriels européens aux dépens de ceux américains. Entre 1860 et 1900,
On calcule qu'environ 20 millions d'Européens ont émigré vers les USA, devenu le foyer d'attraction des cerveaux pour faire fructifier leurs idées. Un brevet enregistré aux USA a alors plus de chances d'être mis en pratique. C'est dans ce contexte que l'inventeur du téléphone, l'Italien Meucci, va se faire voler son brevet par Bell, qui va ainsi produire et vendre pour la seule année 1900, 1 million de téléphones. De quoi constituer un vrai butin de guerre pour écraser tout concurrent venu d'Europe. Et c'est après la certitude de jouir d'une telle suprématie que les Américains sont devenus subitement les champions du libre-échangisme. Pour revenir à aujourd'hui, il est important de signaler que c'est le plus ultralibéral qui a l'intérêt au libre-échangisme. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, le plus dangereux sur le texte que l'Union européenne pousse le Cameroun à signer en lui intimant même une date butoir, le 31 décembre 2013, n'est pas sur le manque de compétitivité des entreprises camerounaises, ou la déferlante des produits européens sur le marché camerounais. Ce qui intéresse l'Union européenne est ailleurs et pour l'heure reste un secret bien gardé. Nous allons voir dans les détails comment et pourquoi. De l'erreur mexicaine de signer l'ALENA. Lorsqu'on lit les atouts que les accords de partenariat économique, APE, représenteraient pour les pays africains, on retrouve les mêmes mots que les entreprises privées américaines avaient élaborés comme argumentaire présenté par le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour convaincre le Mexique à adhérer à l'accord de libre-échange nord-américain dénommé ALENA. Aujourd'hui, en fin 2013, le Mexique a déchanté. Il croyait exporter les fruits et légumes vers le vaste marché états-unien. Il a fini par comprendre que ces produits étant périssables, il n'y avait que les puissants groupes américains capables de mettre sur pied un vrai système de la production à grande échelle sur son territoire, à la logistique des avions pour alimenter en 24 heures toute ville du territoire américain. Conclusion, les petits producteurs qui représentaient 70% de la population du pays, n'ont même plus eu le moindre espace, ont abandonné les villages pour les villes et des villes sans emploi vers les USA où Bush et Obama ont contribué à ériger une barrière spéciale à la frontière pour les accueillir, la fameuse Fence Project, la grande barrière de la frontière entre le Mexique avec ses mouchards high-tech, dont le maître d'œuvre est l'entreprise Boeing Global Security Systems, qui n'est rien d'autre qu'une filiale de la division militaire de l'entreprise privée d'aéronautique. Boeing. La construction de cette barrière de 3,5 mètres de haut pour couvrir 3500 km de frontières, a été validée par un vote du Congrès des États-Unis d'Amérique en 2006. Elle sera terminée en 2017, en y intégrant les systèmes de dernière génération de surveillance électronique, de vidéos terrestres et de senseurs, le tout complété par les satellites espions du Pentagone et de la Homeland Security. Voici ce que déclarait à l'occasion de la commémoration des 10 ans de l'ALENA, en 2004, le ministre mexicain des Affaires étrangères, Luis Ernesto Derbe. Nous ne pouvons pas appliquer un traité de libre commerce si nous ne reconnaissons pas que les deux marchés du travail, au Mexique et aux États-Unis, sont complémentaires. En d'autres termes, on ne peut pas signer un accord de libre-échange des marchandises sans y ajouter aussi la mobilité des travailleurs, car le principe même du libre-échangisme étant la complémentarité des économies, il n'est que naturel que les travailleurs des secteurs qui seront sacrifiés dans cette complémentarité aient la possibilité de se déplacer partout dans l'espace concerné par le libre-échange afin de faire valoir leurs compétences. C'est ce qui fait dire aux ministres mexicains qu'ils ont oublié de mettre dans l'accord le transfert de la main-d'œuvre vers les USA. Car c'est bien beau de dire qu'on va aider à la compétitivité. Mais les gens ne comprennent pas vite que cette phrase veut tout simplement dire qu'on va remplacer les hommes par les machines. Et si on doit remplacer les hommes par les machines, où iront ces hommes? D'où l'idée du ministre mexicain de dire que puisque cette compétitivité a d'abord profité aux États-Unis, il aurait été naturel qu'ils en assument pour le moins une partie des conséquences. Au lieu de cela, c'est le Congrès des États-Unis qui a voté en 2006 pour monter un mur à la frontière. Pour retourner au Cameroun, si demain, nous devons remplacer tous nos paysans par des machines, quel est le plan B du gouvernement pour après cela, offrir à manger à tous ses habitants qui déjà aujourd'hui luttent très dur pour leur survie?
La vérité est que comme les USA au Mexique, l'Union européenne a besoin de tout ce large espace dans nos villages pour installer ces grands groupes et les pousser à fuir des endroits où des avions pulvériseront des produits chimiques toute la journée pour alimenter l'Union européenne en nourriture, mais par les grands groupes européens. En d'autres termes, relisez la leçon intitulée « Voici comment l'Afrique va contrôler l'Europe ». Et vous comprendrez bien les enjeux de la nourriture pour contrôler celui qui attend de vous d'être nourri. Sauf qu'ici, avec l'accord de libre-échange, ce ne seront plus les petits Camerounais à s'organiser pour livrer l'Europe comme je le préconisais. Mais les Européens à venir eux-mêmes avec de très gros moyens déplacer n'importe quel citoyen de n'importe quel village. À moins que le gouvernement ait prévu un plan C, dans l'accord, demandant aux Européens la libre circulation vers l'Union européenne de tous ces paysans qui vont perdre leurs terres si l'accord est validé. 3. Prestidigitation stratégique. Le chef de la délégation de l'Union européenne a fait une annonce spectaculaire à son arrivée à Yaoundé hier 19 novembre 2013 en ces mots. L'Union européenne aidera pour rétablir la compétitivité des entreprises camerounaises avec une enveloppe record de 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA. Voilà de la vraie prestidigitation stratégique. Le prestidigitateur est un acteur qui au cirque fait de la magie. Pour que son tour réussisse à vous convaincre, il doit attirer votre attention à regarder sa main droite, alors que la vraie chose que vous ne devez pas voir se passe sur la main gauche. Sur la main droite, on montre les 10 millions d'euros pour enfumer les naïfs. Ce chiffre est 10 fois inférieur au montant que l'Union européenne a dépensé chaque année, pendant 30 ans, au titre de la politique agricole commune PAC, pour empêcher l'émergence d'une vraie filière d'élevage au Cameroun, en utilisant cet argent pour financer ses exportations de poulets congelés vendus à vil prix sur le marché camerounais, pour viser le seul but de tuer l'élevage avicole camerounais. Donc, ce montant est dérisoire. Et à combien d'industries devrait-on partager une telle enveloppe? Et pour faire quoi? Pour aider à résister à la concurrence des industries européennes demain après la signature de l'APE. Il n'y a que les enfants de la maternelle pour croire qu'un prédateur donnera à sa proie les moyens pour lui résister. Donc, les 10 millions d'euros c'est la diversion que l'Union européenne a créée pour occuper les Camerounais à débattre d'une inutilité sur le plan stratégique. Pendant ce temps, on ne parle pas de ce qui se passe sur la main gauche. Les vrais enjeux pour l'UE au Cameroun sont bien tenus secrets et n'apparaissent nulle part dans le contrat. Pour les découvrir, il faut aller à Bruxelles. Là où tout est organisé et géré par un système de corruption bien enclin depuis des années appelé lobby, comme je décrivais dans la leçon intitulée « L'UE est le terreau de la corruption ». Dans cette ville, 15 000 groupes de pression ont pris place pour piloter à distance toutes les décisions européennes. Et c'est en m'interrogeant sur l'identité des groupes qui ont mis le feu aux fesses des politiciens européens pour accélérer la signature de l'APE avec le Cameroun que j'ai pu trouver les vrais enjeux cachés de ce traité et que les négociateurs européens se gardent bien de révéler à leur contrepartie camerounaise. Sur les quelques 30 groupes intéressés, voici ceux qui m'ont le plus marqué. 4. La prédation des futures machines publiques. Vous venez de lire 50% de la leçon. Les restants 50% avec 33 livres en PDF à télécharger sur la compétitivité et le protectionnisme, sont déjà publiés dans la salle de classe. Épilogue de 8 ans après. 8 ans après cette leçon qui a été donnée individuellement à tous les députés camerounais, au chef de l'État, au Premier ministre, au ministre de l'économie, au ministre du Commerce, au ministre de l'Agriculture et surtout, au ministre de la Justice, l'accord a finalement été signé et déjà entré en vigueur 3 ans après, le 4 août 2016. Les droits de douane seront effacés graduellement sur une période de 20 ans. Sur le terrain, le Cameroun a augmenté de 30% les frais de douane sur les importations des machines en provenance de la Chine, et surtout, a imposé de nouvelles normes et inspections dites de la qualité sur les produits en provenance de Chine. Cela devrait selon l'UE aider les industries européennes à mieux exporter vers le Cameroun. Et empêcher les industriels camerounais de s'équiper à moindre coût des instruments de production en provenance de Chine. À notre niveau d'industriels camerounais, puisque les politiciens ont fauté et ne m'ont pas écouté, nous avons créé à l'intérieur du Rinvindaf,
notre propre plan B, une sorte de cellule spéciale pour tenter de résister et même d'inverser les effets pervers d'un tel accord sur la création et le développement des industries que nous déployons dans le pays avec tant de difficultés depuis 2014. Notre objectif est de ne pas rester à pleurnicher dans la défensive, mais à passer à l'attaque à la conquête du marché européen, puisque c'est eux-mêmes qui nous ont ouvert les portes de leur vaste marché. Il restait maintenant à découvrir les meilleures stratégies à adopter pour passer à une telle offensive. Quand les politiciens ne sont pas en mesure de dire non à un prédateur puissant, comme au Japon après 1945 avec l'occupation militaire des USA jusqu'à aujourd'hui, il faut arrêter de philosopher et permettre aux industriels de mener la vraie résistance économique, la seule à même de garantir la souveraineté d'un pays. Au Japon, ce sont les industriels qui sont montés au créneau pour combler les lacunes des politiciens en créant beaucoup de richesses. Comme les jeunes Mexicains en errance à cause de l'ALENA, nos jeunes ne doivent pas avoir comme seule alternative d'aller mourir dans la mer Méditerranée. Créer de la richesse dans nos villages contre vent et marée est notre seule possibilité pour occuper nos terres et créer des conditions d'un développement humain. Si vous avez les moyens pour investir dans l'industrie, joignez-vous à nous dans cette bataille pour recouvrer notre souveraineté grâce à l'industrie. Inscrivez-vous à la formation de Bafang 14 du 24 au 26 juin 2021 sur mercredi le 7 avril 2021. Jean-Paul Pougala. Si cette leçon t'a plu, alors nous t'invitons à cliquer sur j'aime et partager la vidéo. Surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir nos futures leçons. Ciao et à bientôt.